Vous nous suivez depuis le Nord Kivu. Merci de nous choisir pour vous informer. Le journal. La CENI a réceptionné le premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs livrés par Miro Systems en provenance de Séoul, mandaté par Denis Kadima. Le questeur adjoint de l'appareil électoral a précisé que ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et à la prison centrale de Muzenze, au Nord Kivu, plus de 100 malades de tuberculose ont été détectés. Affirmation du professeur Kashongwe Munongolo, chef d'équipe d'évaluation de la tuberculose au Nord Kivu, au sortir de sa rencontre avec le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. Également des journalistes à Kolwezi. Le président de la commission de discipline de l'UNPC se préoccupe du profil qualitatif des journalistes de sa juridiction. C'est ainsi la confusion qui gagne du terrain entre le rôle d'un journaliste et d'un communicateur à qui on ouvre le micro pour enflammer la ville, le Froisse. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite le développement. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. La CENI réceptionne le premier lot des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Sylvie Birimbano, a réceptionné mercredi 19 octobre 2022 à l'aéroport international de Ndjili le premier lot important des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation des préposé au centre d'inscription. Ce premier lot est livré par Miro Systems en provenance de Séoul. Mandaté par Denis Kadima, Sylvie Birimbano a précisé que ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Les détails avec notre correspondant Félix Matouzi. La Commission électorale nationale indépendante a amorcé sa phase de la révision du fichier électoral. Et avec son opération identification et enrôlement des électeurs. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot des kits d'enrôlement venant de notre partenaire Miro Systems qui nous a permis de faire des tests grandeur nature et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela, notre partenaire Miro Systems vient de nous envoyer un lot important des kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Voilà l'objet de notre visite. Le premier lot vient de tomber et le deuxième lot arrive aujourd'hui même. À 0h, nous aurons le deuxième lot. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit vers la révision du fichier électoral et nous sensibilisons la population à pouvoir adhérer à cette grande opération. Et nous sommes venus au nom du président de la Commission électorale nationale, M. Denis Kadima Kazadi, qui nous a mandaté pour ce besoin. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 100 malades de tuberculose détectés dans la prison centrale de Goma appelée Muzenze. Affirmation du professeur Kashongwe Munongolo, chef d'équipe d'évaluation de la tuberculose au Nord Kivu, au sortir de sa rencontre avec le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo. Celui-ci ajoute que cette maladie est également détectée dans le camp des déplacés en territoire de Rutshuru. Il appelle à l'amélioration des conditions de vie des prisonniers et déplacés pour éviter la propagation de cette maladie. Suivez le professeur Kashongwe Munongolo dans cet extrait choisi par Patricia Loua. Nous avons ciblé essentiellement pour ce qui est du Nord Kivu deux problèmes que nous considérons comme urgents. Il y a la situation des prisonniers, il y a la tuberculose dans les prisons. Nous avons été dans la prison de Muzenze où il y a plus de 100 malades de tuberculose. Mais le médecin coordinateur provincial a signalé aussi d'autres malades qui sont à Beni et à Butembo. Donc il y a des malades dans les prisons. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut des médicaments, ça on leur donne déjà.
et il leur faut de la nourriture. Il y a des problèmes de nutrition des prisonniers. Nous avons également relevé au camp des déplacés à Rutshuru qui se pose également le problème de prise en charge nutritionnelle. Ils n'ont pas à manger. Or, eux aussi ont des tuberculeux parmi eux. Et l'effort doit être fourni pour voir comment rapidement les aider parce que la tuberculose, sans la nourriture, on ne sait pas la soigner. Les prisonniers, la même chose. Nous avons un grand problème, c'est que les prisons sont surchargées. Même les malades, là, on essaie de trouver un coin où les mettre. Théoriquement, il faut l'isoler. C'est ce que nous étions en train de solliciter auprès de l'autorité, que des mesures soient faites pour que ceux qui sont tuberculeux en prison puissent être isolés, pour qu'ils ne puissent pas continuer à transmettre, sinon c'est toute la prison qui sera malade. Et dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur de province a inspecté quelques chantiers de la voirie urbaine à Likasi ce jeudi 20 octobre 2022. Jacques Kiaboula est passé tour à tour sur la route Lubumbashi et sur l'avenue circulaire dans la commune de Chituru. Les détails avec notre correspondante Ida Chileo. La route Lubumbashi subit régulièrement des transformations. Un bâton des deux bandes muni d'un séparateur avec lampadaire solaire au milieu de la voie. Sur les 3 km 500, il ne reste que 270 à asphalter et où se concentrent actuellement les travaux entre les avenues Ngouba et Chituru. Le gouverneur de province est descendu ce jeudi 20 octobre 2022 inspecter ces travaux. Jacques Yaboula Katoué a reçu toutes les explications sur leurs avancements. Il a demandé à l'entrepreneur d'accélérer les travaux pour qu'avant les grandes pluies, cette voie fortement fréquentée soit totalement achevée. À son passage, ces grands travaux ont été salués par les compatriotes de Likasi. Poursuivant sa ronde, le numéro 1 du Haut-Katanga se rendra dans la commune de Chituru. Sur l'avenue circulaire, près de 3 km de route en boucle seront asphaltés. Cette boucle relie la SNCC à l'UCS, tous actifs sur le terrain pour faire avancer les travaux concentrés pour l'instant à l'assainissement avant l'asphaltage de la chaussée. Le gouverneur de province a apprécié la qualité des caniveaux en béton armé pour une bonne canalisation des eaux et la protection de la voie. Jacques Yaboula Katoué multiplie ses descentes sur terrain pour que dans un délai raisonnable, toutes les routes dont les travaux ont été amorcés soient achevées selon le planning du gouvernement provincial. On va encore parler infrastructure, cette fois dans le Lualaba. Quelques avenues du quartier Mutoshi seront réhabilitées, projet initié par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, préoccupé de l'état que présentent ces avenues longtemps oubliées. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Machata Kaembe Célestin, a visité plutôt les avenues d'Ilolo, Bunkeya, Fungurume, Kasaji, Kisenge et Kipushi qui seront revêtues de la plus belle robe après exécution par une entreprise de la place. C'est un reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Le gouvernement Masuka est résolument engagé à assainir les milieux de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba sur les plans infrastructurels. Bientôt, les avenues faisant jonction entre l'avenue d'Ilolo, Bunkeya, Lubudi et Kabina au quartier Mutoshi seront réhabilités à la satisfaction des habitants occupant cette partie de la ville de Kolwezi, signalant que le début des travaux est prévu pour le mois prochain pour une distance de 2 km de voirie en phase de préparation. Ayant constaté avec regret l'état des avenues en délabrement avancé, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a dépêché son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Machata Kayembe, faisant également appel à l'entreprise Muska au démarrage des travaux. Naona gérance iko ya mzuri. Gérance kama iko ya mzuri, kufuatana na maevre ile tunaona kuna macho. Juu hatuwezi kuaprecier soit kufurahiwa kitu kile tuone. Jo wakati ya zamani mabalabala tunaanza kupita ilikuwa makadamize, ilikuwa na makaburimwa yote. Alors ilikufa ya un beau temps. Inaanza kutembea mu mabalabala moyo kuna manjimu, parfois ta voiture ya chini haikuanza kupita. Sasa kwa hapa sasa tunaona mavuni, Dilolo, Bunkeya, nini inaanza kutengenezwa. Ita tu facilite ya kwanza kufanya tu déplacement tu mbio. Puisque tunaona hata manyumba yenyewe inaanza kuameliore. Huko manyumba ile ya zamani wanaanza kuipomona, wanatengeneza, ngine inaanza kuchanger. La dite entreprise étudie les stratégies de bien faire aux travaux d'une valeur ajoutée de la province pilote.
Déjà, l'avenue Bunkeya est en avant-plan avant d'atteindre au passage d'autres avenues du quartier Mutoshi, en l'occurrence avenue Dilolo, Fungurume, Kasaji, Kisenge, Kambove et Kipushi, malgré la présence de la saison pluvieuse. Toutes les techniques seront appliquées afin de résoudre la problématique de la circulation, selon la vision politique du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Autre chose, la ville de Kolwezi traverse des turbulences beaucoup plus palpables sur ses médias à la suite de certains extraits de la conférence de presse donnée par la vice-gouverneure aux journalistes de Kinshasa. 2 médias de Kolwezi sont tombés dans l'égarement. Top Lolaba Radio et Amani Radio et Télévision. La commission de discipline et éthique professionnelle de l'UNPC Kolwezi a convoqué les incriminés ce mardi 20 octobre. Gaskalong et Luz Fatou nous signent ce récit. Un contenu que les critiques ont estimé accablant à l'endroit de l'autorité provinciale. Je viens de là. Récemment, les écoles ont été réhabilitées. Qui suscite en réaction un contenu sur un autre média jugé outrageant à l'endroit d'un député provincial. Avec des gens comme ça qui est député, mon député, mon toaïf. Moi, ne te moulise pas député. Est-ce que vous moulez quoi assemblée? L'on s'étire à boulet rouge sur les médias à Kolwezi ces jours-ci à la suite de la diffusion de certains bribes des propos de la gouverneure intérimaire lors de la conférence de presse qu'elle a donnée à une représentation de la presse de Kinshasa en séjour à Kolwezi. Les tirs croisés opposant Top Lolaba Radio et Amani Radio et Télévision, 2 médias tenus par les politiques. La toile s'enflamme. La commission de discipline et éthique professionnelle de l'Union de la presse du Congo sous section de Kolwezi est saisie du dossier. Les auteurs, particulièrement les journalistes, sont convoqués. Une partie se présente à la convocation ce jeudi 20 octobre. L'autre brille par son absence, brandissant la qualité de communicateur du cabinet de l'autorité provinciale lors de la prestation sur Amani Radio. David Honoré Kalumba étant pendu par la commission de discipline, la première séance s'avère plus pédagogique. Le président de la commission des disciplines se préoccupe du profil qualitatif des journalistes de sa juridiction. Ces temps-ci, la confusion gagne du terrain entre le rôle d'un journaliste et d'un communicateur à qui on ouvre le micro pour enflammer la ville le froisse. Gomer Dipang se garde de tout commentaire. Il est relayé par le président Bernard Kiabouyabo. C'était une rencontre qui avait une visée purement pédagogique. Parce qu'en fait, vous le savez mieux que moi, comme même les ministères publics poursuivent à charge et à décharge. Ici, il était question à ce qu'on puisse recadrer le comportement médiatique de nos confrères et qui doivent fournir un effort pour identifier la place qu'a un communicateur qui est beaucoup plus lié aux activités politiques d'un parti politique ou d'un homme politique, un journaliste qui est au service de la communauté. David Honoré Kalumba, journaliste à Top Lolaba Radio, vient d'une séance qu'il juge bénéfique pour le reste des jours de sa carrière dans ce noble métier de journaliste. On nous a prodigué quelques conseils, étant journaliste, de ce qu'on doit faire quand on est devant les micros ou soit lorsqu'on est dans une émission. Donc je crois que, et surtout ce qui s'est passé, ici on a eu à retenir quelque chose que peut-être nous allons essayer de mettre en pratique. Quant à moi, c'était nécessaire parce qu'il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas et grâce à cette petite réunion, et ça nous a interpellés, ça nous a remis la conscience d'exercer ces métiers sans avoir un parti pris. L'UNPC met en perspective une suite à réserver aux journalistes qui se cachent derrière le statut des communicateurs des cabinets politiques pour commettre des délits par voie de presse. Et puis l'école adventiste du 7e jour, réhabilitée par le gouvernement provincial à travers un partenariat avec une entreprise minière de la place, reste toujours non équipée depuis la rentrée scolaire. Les élèves s'asseyent au sol pour suivre les cours. La nécessité de doter les bancs à cet établissement scolaire public s'avère urgente. Les détails avec Linda Kalenga Mugangu et John Mwema. Cette situation s'est vue en plein centre-ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, à l'école adventiste du 7e jour du quartier Kakifouloué.
Dans ces jolis bâtiments, les élèves étudient dans des conditions déplorables. Certains sont assis sur un semblant de banc et d'autres à même le sol. Et dans les bureaux administratifs, les documents sont posés à terre. Enseignants et élèves plaident auprès des autorités locales une solution durable. On a constaté quand l'enfant s'assit sur terre, il ne suit pas bien ses matières. Mais l'année passée, on étudiait dehors, mais cette année, on est dans des salles de classe, mais assis par terre. Nous demandons à Madame la vice-gouverneure de nous doter de bancs. Cet établissement qui a été réhabilité par une entreprise minière de la place vit les effets induits de la gratuité. Choqué de la triste réalité, le comité des parents déplore l'insensibilité des décideurs face à cette situation et promet de recourir à d'autres voies si jamais rien n'est fait pour obtenir gain de cause. Nous avions mené des démarches, nous en tant que parents. Nous sommes partis au ministère, nous sommes partis voir même les autorités du secteur éducationnel. On n'a pas eu de solution. Pour qu'ils viennent, quand on a tenu cette réunion, on a fait un PV. Dépassé le 25, nous allons aussi commencer des actions. Parce que nous patientons jusqu'après le 25. S'il n'y a pas de réaction de la part de l'autorité, nous allons mener des actions. Ayant affirmé qu'il revient au gouvernement provincial d'équiper cette école, le ministre provincial de l'Éducation nous a conviés à son bureau pour faire la lumière sur la question, mais fort malheureusement nous a laissé moisir à la réception durant plus de 2 heures sans être reçus. Entre-temps, la situation de précarité dans laquelle évoluent ces enfants perdure. Cette situation est devenue récurrente dans plusieurs écoles publiques du Lualaba, d'où la question sur la réussite de la gratuité de l'enseignement reste pendante. On va parler religion dans ce journal. L'évêque du diocèse de Kolwezi a communié ce jeudi 20 octobre avec les détenus de la prison de Dilala. Richard Kazadi a célébré une messe dans l'enceinte de ce centre d'incarcération de la province du Lualaba, au cours de laquelle il a invité ses détenus à ne pas cesser de croire en Dieu. Teddy Dizomba pour les détails. Dans le but d'être plus proche des chrétiens de son diocèse, l'évêque de Kolwezi s'est rendu ce jeudi à la prison de Dilala. Ici, le prélat catholique a célébré une messe. Les pensionnaires de ce centre d'incarcération ont manifesté leur joie d'accueillir l'évêque Richard Kazadi. Dans son homélie, l'évêque de Kolwezi a invité ses détenus à ne jamais perdre la foi en Dieu. Pour Richard Kazadi, cette messe était également l'occasion de communier avec ses frères chrétiens détenus à la prison de Dilala. C'est tout simplement puisque ce sont des hommes qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ne sont pas différents de nous qui ne sommes pas ici. Je l'ai bien dit dans mon homélie. Et aussi pour communier avec l'orientation fondamentale de notre pape, le pape François, qui nous demande à tous les chrétiens d'être très attentifs aux périphéries existentielles. Ces périphéries sont notamment les prisons, les maisons des personnes âgées, les hôpitaux, voilà. C'est pourquoi j'ai tenu à venir saluer mes frères et sœurs qui sont en train de passer une petite période de leur vie ici. Ils ne sont pas appelés à être éternellement prisonniers. La célébration eucharistique a vécu dans une ambiance festive. Autre chose, chaque 20 octobre est célébrée la Journée internationale des cuisiniers. Celle-ci vise à mettre en valeur le métier des cuisiniers qui consiste à assurer la promotion de l'art culinaire à travers les différents mets réalisés. À cette occasion, Michael Mutula et John Mwema ont rencontré quelques chefs cuisiniers du Lualaba qui parlent de leur expérience dans ce récit. Judex Loupépé, chef cuisinier et chevronné en la matière avec plus de 40 ans d'expérience, reste fier du métier de cuisinier qui lui a valu une notoriété inimaginable à travers toute la République et en dehors du pays. Judex Loupépé, c'était cuisinier de profession. Il a commencé son métier depuis 1979 en tant que cuisinier. Il est là, il existe. Il est là, il est toujours vivant. Il a formé, il informe.
Spécialisé dans les bio naturels du Lualaba, Judex Loupepe allège plus d'un consommateur du Lualaba et d'ailleurs par ses mets qui restent traditionnels comme ces plats des jambonneaux de porc à la soupe. Là, c'est les pieds de porc, ça c'est les jarrets de porc, et ça c'est une partie des cuisses de porc. Et cet ensemble ici, on appelle jambonneau. Pour le porc, pour la vache, on appelle jarret de bœuf. Francisco Perro, cuisinier gastronome qui s'adonne à la profession depuis 2009, reste confiant des mérites qui traduit son art culinaire. Je suis vraiment fier de ça et j'aime qu'on m'appelle artiste, je suis artiste culinaire. Aussi, il y a des amis qui m'appellent Monsieur Cochon. Je suis vraiment très content de ça. Les difficultés comme dans notre métier ne manquent pas, néanmoins la passion et la volonté restent primordiales, ont-ils poursuivi. J'en crois que faire la restauration, faire l'hôtellerie dans les secteurs touristiques, c'est facile. Non, c'est difficile. C'est difficile. Il faut avoir la vocation. Quand on porte des blouses blanches à la cuisine, c'est comme le médecin. Nous avons la vie des gens à la main. Bon gré, malgré que le gouvernement ne nous soutient pas. On tient, on avance, on tient, on avance. Je discute avec le client. On peut vous appeler, on peut vous appeler quelque part, vous ne vous attendez pas, vous parlez de ça, mais arrivé sur le terrain, on vous donne ce que vous ne vous attendez pas. Et puis il y a aussi de ces clients qui viennent, qui sont impatients, et puis commencent à déranger les cuisiniers, à chercher à voir les cuisiniers. Ça vraiment, on n'aime pas. Ce 20 octobre est célébré à travers le monde la Journée internationale des cuisiniers qui vise à mettre en valeur l'art culinaire, mais aussi assurer la promotion des cuisiniers, métier peu considéré du grand public. Toujours au chapitre de célébration, l'ostéoporose est une maladie osseuse qui touche la femme après la ménopause. Elle se caractérise par une diminution accélérée de la masse osseuse avec pour conséquence une fragilité accrue des os du squelette qui peuvent se briser très facilement. Sa prévention nécessite la prise du calcium et des oestrogènes à long cours, à en croire le docteur Eric Kao que Yvette Fortuné-Kadete a rencontré. L'ostéoporose est une maladie osseuse qui affecte la femme après la ménopause. D'abord, comprendre que l'ostéoporose, c'est une maladie osseuse. Et cette maladie osseuse va entraîner une perte de la masse osseuse et par conséquent une détérioration de tissu osseux. Cette entité pathologique survient suite à plusieurs facteurs, dont la ménopause, la carence en calcium. Cette femme qui a pris de l'âge fait partie des facteurs de risque. C'est quand il y a une perte ou un problème de calcium, c'est-à-dire quand l'os manque de calcium, il y a le manque de vitamine D qui peut prédisposer quelqu'un à faire ce qu'on appelle l'ostéoporose. La prise des corticoïdes pendant plus de 3 mois consécutifs peuvent facilement prédisposer quelqu'un à faire une ostéoporose. La prise régulière, entre autres des estrogènes et du calcium, serait bénéfique pour prévenir les complications de l'ostéoporose. Il faudrait un traitement substitutif, tout à fait hormonal. Préventivement, il faudrait déjà soumettre la personne sous le calcium, parce que le calcium peut pratiquement générer la présence des ostéoblastes. Il faudrait soumettre la personne sous vitamine D. Non seulement qu'il faudrait soumettre sous la vitamine D, il faudrait éviter également la sédentarité. Il faudrait également éviter la prise ou la cigarette, c'est-à-dire le fumer des cigarettes de tabac. Le tabagisme fait partie également de facteurs favorisants. L'ostéoporose se manifeste par les fractures, même pour un mouvement banal, a renchéri le médecin. Et puis la presse congolaise en général et celle du Lualaba en particulier est éprouvée. L'ancien directeur technique et consultant de la radio-télévision Mikuba, Jean-Pierre Kabengele, n'est plus. Ce dernier a tiré sa révérence ce 18 octobre 2022 des suites d'une maladie. Regardez.
Né en 1951 et décédé le 18 octobre 2022, Jean-Pierre Kabengele, ancien directeur technique et consultant de Mikuba Radio et Télévision, est mort après avoir fait 100 ans à la RTNC Kinshasa, Digital Congo et Agnota Télévision comme directeur général. Jean-Pierre Kabengele est l'un des pionniers de la radio-télévision Mikuba avec une mission de faire une chaîne à la hauteur de la vision du promoteur. Un défi relevé aujourd'hui, Mikuba est la première chaîne de l'espace Katanga à être sur satellite. Il était un homme plein d'amour, plein d'humanisme, disposé à transmettre sa connaissance aux jeunes. Il faudra l'avouer, c'est pratiquement la plaque tournante de la réalisation du projet Mikuba. Il était là, tout ce qu'il y a comme bâtiment, tout ce qu'il y a comme équipement n'était pas là. C'est un monsieur qui faisait confiance à la jeunesse, à tous les jeunes, notamment la génération Mikuba. Mettre à profit tout ce que nous avons appris de lui et d'essayer de lui rendre hommage le plus possible à travers la manière dont nous vivons et essayons de l'imiter dans son aspect humain, où il est aussi fort. C'est quelqu'un qui n'était pas tronqué, c'est quelqu'un qui n'était pas corrompu. À une bonne partie de ces derniers jours aussi, ces derniers jours qu'il a passé à Mikuba, il l'a consacré donc à transmettre cette connaissance qu'il avait à la jeunesse. Et aujourd'hui, je peux être fier d'avoir bénéficié de ces connaissances. Différentes générations ont eu l'occasion de travailler avec cet homme. Les témoignages viennent de la dernière génération qu'il a encadrée. Il n'était pas seulement mon directeur général, c'était un papa. Parce que j'ai eu à passer beaucoup de temps à côté de lui. Quand j'ai des problèmes personnels, quand j'ai des problèmes dans notre corporation de journalistes, j'allais directement chez lui. On peut passer 2 ou 3 heures dans son bureau et là, il était en train de me conseiller. Il me disait tout le temps, vraiment, ne baisse pas les bras. Et je profite de l'opportunité en tant que représentant de cette dernière génération, c'est de suivre à la loupe tout ce qu'il nous a légué. C'est en 2021 que les malaises commencent. Jean-Pierre Kabengele quitte Kolwezi pour Lubumbashi afin de poursuivre les soins médicaux appropriés. Ça sera son dernier voyage. L'homme a rendu l'âme l'après-midi de ce mardi 18 octobre 2022, laissant derrière lui une veuve et plusieurs enfants biologiques et professionnels. Que son âme repose en paix. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Et puis en dehors de nos frontières, pour finir, des violents heurts ont opposé jeudi matin police et manifestants dans la capitale tchadienne Djamena, où des centaines de personnes s'étaient réunies à l'appel de l'opposition. On a dénombré une trentaine de morts, dont une dizaine de membres des forces de sécurité à Djamena, selon le porte-parole du gouvernement tchadien. Les détails, c'est dans cet élément rendu par Luis Fatou. Ces affrontements surviennent après la prolongation de 2 ans de la transition au Tchad, qui devait s'achever ce jeudi 20 octobre. Mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques, censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel lui-même pourra se présenter. Des nuages de fumée noire sont visibles et des tirs de gaz lacrymogènes se font régulièrement entendre, tandis que des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers de la ville et des pneus sont brûlés sur les principaux axes routiers afin d'obstruer la circulation. La répression policière étant violente, le journaliste Narciso Oredje et l'artiste musicien révolutionnaire Ray Kim ont perdu leur vie à la grande désolation de leurs compatriotes qui appellent à l'intervention de l'Union africaine. La situation est vraiment dramatique. On vous demande maintenant de venir au secours. C'est vraiment catastrophique avec nous. Nous, le peuple, on a besoin de la liberté. Nous, le peuple, on a besoin de vivre en paix et en sécurité. Nous n'avons pas de moyens. On peut seulement commenter pacifiquement. Regardez ce qui se passe actuellement. Ne nous regardez pas tout tuer. On vous en prie, venez au secours. L'Union africaine, à travers son président de la commission Moussa Faki, a condamné la répression des manifestations organisées à Djamena et a appelé au respect des vies humaines. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci à tous de l'avoir regardé. Restez avec nous. Je vous retrouve ce vendredi dans la soirée.